Bonjour Jacques. Bonjour Vidal. Nous avons grand plaisir de te recevoir à nouveau pour la fin de notre série. Et pour terminer, j'aimerais que tu nous partages avec nous les évolutions à venir du monde du Bitcoin qui te semblent les plus intéressantes. Alors, pas sûr que je sois le plus qualifié pour en parler. On m'a présenté comme un historien. Les historiens, en général, font plus l'histoire du passé que du futur. Moi, ce que je vois venir, j'ai noté que un certain nombre de petits malins commencent leur speech par « Bitcoin a un problème » et proposent systématiquement de le résoudre avec un truc nouveau, souvent confidentiel, et qui risque d'avoir, lui, 10 problèmes. Et je pense que dans les années à venir, ce qui va être important, c'est de résoudre le problème de Bitcoin, si tant est qu'il y en a un, parce que Bitcoin a surtout de gros atouts. Alors, quelle est la chose qui doit être résolue? C'est presque toujours ce qui touche à ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire le passage à l'échelle, la montée en puissance de Bitcoin. C'est pas... Il n'y a pas forcément d'unanimité sur le sujet parce que là aussi, le use case de Bitcoin, est-ce que ça doit devenir une monnaie universelle remplaçant le dollar et l'euro comme on le lisait il y a 3-4 ans, ou est-ce que ça doit devenir la monnaie de l'Internet des objets, ou est-ce que ça doit devenir une monnaie affectée à certains usages spécifiques? Tout ça n'est pas encore gravé dans le marbre. Quoi qu'il en soit, tout le monde est assez d'accord pour dire que le Bitcoin aujourd'hui est à un niveau le système fonctionne à une certaine vitesse et avec une certaine charge, et qu'on doit envisager les moyens d'augmenter la charge du système. Je crois que toutes les autres chaînes qui ont tel ou tel mérite, ou qui ont des paramètres répondant mieux à tel ou tel cas d'usage, par exemple répondant mieux aux besoins de l'Internet des objets éventuellement. Tous les projets de type Rootstock ou Blockstream qui feraient de la blockchain du Bitcoin le pivot de toute la cryptosphère sont des projets qui m'apparaissent extrêmement prometteurs parce qu'eux, ils vont dans le sens de la révolution blockchain dont nous avons dit, nous, au Cercle du Coin, c'est pratiquement devenu la devise du Cercle du Coin, pas de révolution blockchain sans Bitcoin. Le jour, par exemple, où l'on peut implanter des smart contracts sur la blockchain de Bitcoin, et où ça se fait dans des bonnes conditions de sécurité, parce qu'il y a eu, en matière de smart contracts, comme vous le savez, des expériences un petit peu ratées. Le jour où on peut vraiment implanter des smart contracts sur la blockchain de Bitcoin et pas sur des blockchains alternatives, ce sera certainement un grand jour. Ensuite, personne ne connaît la fin de l'histoire. Il y a d'autres technos, je pense par exemple à IOTA, avec des avantages spécifiques pour l'Internet des objets, avec des chaînes plus courtes, avec des problèmes de scalabilité qui sont résolus. Ça aussi, c'est passionnant. Mais, de nouveau, tout n'est pas affaire de techno. J'étais l'autre jour avec un certain nombre de gens beaucoup plus calés que moi en matière de technique et qui toujours disaient Bitcoin a un problème, on va faire une monnaie qui ceci ou une monnaie qui cela. Je disais, mais c'est pas que les avantages techniques d'une monnaie qui lui donnent sa force. Si vous vous placez dans le cadre des monnaies fiat, rien n'empêche de penser que le franc suisse ait plus de valeur que l'euro. Mais si vous voulez aller boire une bière en bas, il vaut mieux avoir des euros parce que la communauté des gens dans la rue accepte plus l'euro que le franc suisse. Dans le monde des cryptos, la taille de la communauté Bitcoin est un atout qu'oublient tous ceux qui pensent que Bitcoin a un problème. Non, Bitcoin a un atout et je pense que cet atout va être valorisé dans les années qui viennent. Très bien. Donc avec toutes ces évolutions à venir, comment vois-tu justement le marché du Bitcoin dans les prochaines années? Là, c'est un peu une question pour Madame Yasmina ou Madame Soleil, donc c'est délicat. Si je dis que je vois le Bitcoin à plusieurs K euros, je prends de grands risques. Sérieusement, je crois qu'il y a des aspects endogènes et des aspects exogènes à examiner pour répondre à la question. On va commencer par ce qui est exogène. Le Bitcoin peut apparaître comme un système monétaire alternatif assez puissant pour servir éventuellement de roue de secours en cas de crevaison d'une monnaie fiat. On l'a bien vu dans son histoire, l'impact par exemple des événements de Chypre
ou des événements de Grèce a un impact direct sur le cours du Bitcoin. Imaginez n'importe quelle catastrophe, défaillance d'une banque, abaissement de la notation d'un grand émetteur ou d'un grand État, tentative de restauration d'un contrôle d'échange à une frontière un peu chaude, et immédiatement vous aurez un effet positif, on va dire, sur le cours du Bitcoin. Mais après, de façon plus intéressante, je crois qu'il y a les facteurs endogènes. Le plus trivial, pour moi, c'est la poursuite de la courbe de rémunération décroissante. En théorie, si le cours du Bitcoin double en 4 ans, et que la rémunération est divisée par 2 à l'échéance de la 4e année, à coût du minage constant, ce qui est loin d'être le cas, la rémunération du minage resterait assez proche, exprimée en dollars. Parce que quand on regarde la rémunération du minage exprimée en euros, en bitcoin, pardon, elle baisse. Exprimée en monnaie fiat, elle est relativement rentable aujourd'hui, plus qu'elle n'a été dans certaines périodes du passé. Alors, ça ne se fait pas forcément de façon linéaire. On ne va pas calculer le taux annuel pour que ça double en 4 ans. Mais globalement, ça peut expliquer l'histoire et ça peut-être le prédire. Ça veut dire un bitcoin à 1000 euros en 2020 ou même à 2000 euros en 2024. Moi, ça n'aurait rien pour m'étonner, à titre personnel. Reste le principal facteur endogène qui est l'usage du bitcoin. Alors certains, de nouveau, parient sur une mass adoption, essentiellement pour des raisons de méfiance vis-à-vis des banques ou des États. Moi, je pense que c'est plutôt le développement d'activités spécifiques et donc d'usages nouveaux qui peut faire du Bitcoin une monnaie, et même pas une monnaie, je dirais plutôt un fuel, une sorte de jeton d'accès à un network. Parce que finalement, le Bitcoin, c'est ça. En ayant du Bitcoin, vous avez le jeton d'accès à un network qui peut être extraordinairement précieux. Je donne une idée au cours actuel, et là je parle vraiment en arrondissant les chiffres, et même en comptant les 21 millions de bitcoins comme s'ils étaient déjà minés, tous les bitcoins du monde valent, comme ordre de grandeur, à peu près 1/1000 de tout l'or du monde. Je pense que ça laisse une marge d'appréciation au bitcoin extrêmement importante. À nouveau, s'il se révèle de plus en plus utile. Mis à part le fait qu'il pourrait aussi servir de roue de secours en cas de crevaison d'une monnaie fiat. Je pense que l'essentiel, c'est pas le prix du Bitcoin, son prix et la dérivée de sa valeur, et sa valeur provient de son utilité. Je pense que si son utilité est croissante, comme je pense qu'elle le sera, son prix forcément sera croissant lui aussi. Effectivement. Est-ce que tu peux nous parler également de ta vision sur l'effervescence qu'on constate aujourd'hui autour de la technologie blockchain? Alors, là, je vais me révéler comme ce qu'on appelle Bitcoin maximaliste. J'ai dit que nous, on considérait qu'il n'y avait pas de révolution blockchain sans Bitcoin. Pour l'instant, la technologie blockchain, elle a surtout fonctionné comme buzz, avec comme principal usage industriel la com, c'est-à-dire la parlotte. D'une part parce que le mot Bitcoin effrayait par ses liens au dark market, aux activités illégales, et puis aussi simplement dans les banques, concrètement par la difficulté qu'il y a de mettre en place un KYC quand on traite du Bitcoin. Et d'autre part parce que le but avoué du Bitcoin est quand même de contourner les États, mais aussi de se passer des banques. Ce qui fait qu'il n'a pas forcément de quoi satisfaire les consultants des banques et tous ceux qui veulent manger. C'est un peu difficile de vendre à une banque une technologie qui est faite pour contourner la banque. On a donc vu beaucoup de gens être blockchainistes le jour et bitcoiners la nuit. Bon, c'est normal. Ce qui me fait davantage sourire, c'est la croyance magique qui a été véhiculée par pas mal de discours, comme quoi il y aurait derrière ou sous, beyond, le maudit machin anarchiste qui doit faire sauter les banques, une sorte de technologie bienfaisante et miraculeuse qui, au contraire, leur permettrait de gagner 20 milliards d'euros d'économie et de tirer leur épingle du jeu entre l'attaque des moustiques que sont les fintechs et la crainte du mammouth que sont les GAFA. Cette idée a pourtant été assénée, martelée, répétée, souvent d'ailleurs de façon plus avec un argument d'autorité qui tient à la surface sociale du locuteur que par un raisonnement argumenté. Ça a été répété pendant des mois. Que cette idée
en gros, Forget Bitcoin, Embrace the Blockchain, ait été, pour la première fois à ma connaissance, énoncé par Madame Bleetmasters, devrait faire frémir, et pourtant, ce discours s'est répandu. Ça se calme un peu, et aujourd'hui, je vois que l'homme de la Caisse des dépôts qui anime le club blockchain de l'initiative de Place de Paris vient de dire que 80% du blockchain buzz était, je le cite, du bullshit. Je ne le contredis pas sur ce point. On voit aussi des auteurs et des conférenciers faire sensiblement virage sur l'aile au sujet de la fameuse technologie blockchain qui pourrait servir sans Bitcoin, en oubliant le Bitcoin ou à d'autres usages que les usages financiers. Parce que fondamentalement, beaucoup de grandes idées sur ce que la blockchain pouvait apporter en dehors du monde de la finance. Alors ça a été le gag du cadastre au Honduras. Par exemple, ça a des usages beaucoup plus importants. Le Honduras va implanter son cadastre sur la blockchain. Le Honduras a fait savoir que non, qu'il y avait pas. Voilà. Alors après, c'était le Ghana. Bon, après tout, j'ai envie de dire, si le Ghana se dote d'un cadastre, c'est pas non plus un événement qui doit susciter une telle agitation. Mais la plupart de ces usages non financiers n'ont jamais dépassé la salle de conférence. Et comme le dit un de mes amis qui anime le site Bitcoin FR, la killer application de la blockchain, c'est Bitcoin, comme la killer application de la roue, c'est le transport. Et dit-il, on peut se servir également d'une roue comme frisbee ou comme table de nuit, mais ce n'est pas vraiment ce pourquoi ça a été conçu. Alors aujourd'hui, il y a quand même eu un début d'assagissement autour de ce buzz blockchain, avec la prise en compte du fait que la blockchain est avant tout une technologie de transfert de valeur, de transfert d'une valeur intrinsèque, plus que d'archivage, de notariat, etc. Parce qu'on rencontre encore assez facilement des gens qui vous parlent de la blockchain et qui pensent vraiment qu'on peut y faire circuler de l'information en clair. Donc la blockchain, oui, sans esprit open, sans token valorisé, je pense que c'est probablement une impasse. Mais j'ai contre moi sur cette dernière assertion des gens qui parlent haut et fort. Merci Jacques. Et pour terminer, est-ce que, pour nos auditeurs, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui voudraient creuser davantage sur le Bitcoin? Alors j'ai un conseil que je donne maintenant de façon assez systématique, qui est fréquenter des savants. Ne vous contentez pas de lécher des murs Facebook ou d'aller dans des conférences où vous allez voir toujours les mêmes, dont moi d'ailleurs. Il faut aller lire les white papers, c'est dur. Il faut aller fréquenter des conférences de crypto. Parce que c'est là que ça va se jouer, c'est là que ça va se décanter, c'est là que les choses stratégiques et vraiment importantes apparaissent, se jouent et se nouent. Je crains que ce soit mieux fait, par exemple, à Londres qu'à Paris. J'observe que quand la Bank of England travaille avec des professeurs de Cambridge ou de University College à Londres, à Paris, je ne vois pas grand monde traîner dans les couloirs de Normal Sup. Merci Jacques. Bon, en tout cas, j'espère que notre vidéo-série francophone suscitera beaucoup d'activités francophones et pour qu'on se remette au niveau des Anglais et des Américains. Merci Vidal. Merci Jacques.